Et voilà. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour une troisième fois, petit running gang pour certains. Voici, ce soir, on assiste à la séance d'information pour l'AEC en conception et programmation de site web. Donc, certains sont en ligne parmi nous ce soir et d'autres pourront la voir ou la revoir en rediffusion là, parce que ça va être tout un spectacle ce soir. Je vous taquine. Donc, conception et programmation de site web, c'est l'AEC dans lequel vous souhaitez sans doute vous inscrire. On enregistre la séance d'information, vous l'aurez déduit, là, pour ceux qui la regardent en ligne par la suite. Donc, ceux et celles qui n'ont pas entendu le message, qui ne souhaitent pas être vus à la caméra, vous fermez votre caméra pour s'en assurer. Donc, on va passer à travers la rencontre d'information. Je suis accompagnée de Julien Durand-Lot, un enseignant qui enseigne dans le programme d'études de conception site web. Donc, sans plus tarder, l'information qui vous sera transmise ce soir, donc on parle de la rencontre, de l'enregistrement, ce que je viens de faire. Donc, les points d'information vont parler des conditions d'admission, le coût de formation, l'horaire des cours. On va parler aussi de l'information sur la profession. Vraiment, là, c'est Julien qui va pouvoir vous discuter avec vous de l'information sur l'ensemble de la profession, ce qui vous attend sur le marché du travail, l'information sur les contenus de cours, ce que vous allez voir dans ce programme d'études-là, l'implication métier étudiant, le retour aux études, si on veut, qu'est-ce que ça signifie, le cheminement des cours, les séquences de cours que vous allez, qu'on va vous présenter. Et différentes informations à ce sujet-là et les mesures d'aide qui sont là pour vous. Et également, à la toute fin, là, la procédure à suivre pour déposer une demande d'admission. Et bien sûr, une période de questions pour ceux qui sont en ligne avec nous. Donc, à tout moment, vous pouvez, dans le clavardage, là, écrire vos questions, puis Julien va me les soumettre afin que je puisse répondre le plus possible au fur et à mesure. Donc, en partant, les conditions d'admission. Donc, pour être admissible à un programme d'études au niveau collégial, pour une attestation d'études collégiales, ceux et celles qui sont admissibles doivent avoir ou être titulaires d'un diplôme d'études secondaires, un DES, donc soit un diplôme d'études secondaires ou encore une attestation d'équivalence de niveau secondaire aussi qui est admis pour le programme au Cégep de Saint-Jérôme, ou être titulaire d'un DEP, un diplôme d'études professionnelles, ou encore toute formation jugée suffisante. Donc, formation jugée suffisante, on va parler entre autres, si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, par exemple, vous allez devoir nous présenter vos évaluations comparatives, donc soit du midi, et également, on va le voir à la toute fin, là, le module d'inscription ou d'admission, quand vous allez déposer votre demande, c'est par le SRAM, et eux également font les études comparatives aux besoins si vous ne les avez pas faites pour faire votre demande d'admission. Vous pouvez encore, pour certains adultes en formation n'ont pas fait de niveau collégial, mais sont allés sur une base adulte à l'université. Donc, quelqu'un pourrait avoir 24 crédits, je suis allée, excusez-moi, aux 30 crédits universitaires, ou quelqu'un pourrait avoir fait déjà 24 unités au niveau collégial en étant admis sur une autre base, là. C'est l'ensemble des conditions qui vous permet d'être admissible. Si vous ne rentrez pas nécessairement dans les différents concepts que je viens de vous expliquer, vous pourriez toujours voir ou communiquer tout de même avec nous pour, on pourra prendre les questions par la suite, communiquer avec nous pour voir si vous avez d'autres études ou d'autres éléments qui feraient en sorte qu'on pourrait juger avec votre expérience professionnelle jumelée avec différentes formations que vous avez eues, si on peut juger que c'est une équivalence ou du moins une formation jugée dite satisfaisante pour être admis. Est-ce que Julien, là, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant selon toi? On continue? Donc, excellent. Donc, si on continue, vous devez, en plus d'avoir soit une équivalence ou un diplôme d'études secondaires ou un DEP, vous devez avoir aussi, répondre aux conditions suivantes pour s'assurer qu'on est bien avec une clientèle adulte qui s'inscrit au programme.
vous devez avoir interrompu vos études à temps plein, je le précise, là, du secondaire. Donc, vous avez interrompu vos études à temps plein ou avoir poursuivi des études postsecondaires. Ce qu'on appelle, c'est une fois que vous avez terminé votre secondaire, si vous avez fait une session au niveau collégial ou deux, mais il faut que ce soit l'équivalent d'une année complète, soit d'arrêt ou d'études collégiales par la suite. On veut simplement s'assurer que c'est pas un passage direct. On veut encourager les étudiants qui finissent le secondaire 5 de s'inscrire dans un processus plus régulier au DEC et tout ça. Donc, on s'assure que vous ayez au moins une année d'interruption. Vous avez 18, 19 ans et vous pouvez continuer. Donc, si vous avez des questions à la toute fin, si vous n'êtes pas certain de votre statut par rapport à ça, vous pourrez nous poser des questions. Et les où, c'est toutes des façons différentes de dire que vous avez arrêté après vos études temps plein du secondaire, vous avez arrêté au moins 1 an. Je l'ai nommé tout à l'heure, là, mais c'est arrêt complet, avoir interrompu ses études à temps plein, avoir jumelé à une session collégiale ou encore avoir fait 2 sessions collégiales. Par contre, ceux et celles qui sont titulaires d'un diplôme d'études professionnelles, comme c'est en continuité déjà avec un processus d'intégration directement sur le marché du travail, pour ceux et celles qui ont un DEP, n'ont pas besoin de cette année d'arrêt-là. Par contre, veut s'assurer, si on pourrait être admis sur la base du DEP, on doit quand même avoir réussi au secteur jeune ou adulte le français de la 5e secondaire. On a une politique de l'évaluation de la langue française au cégep, donc on veut s'assurer que votre français est suffisamment adéquat pour pouvoir passer à travers les travaux, etc. Et parce qu'on a un pourcentage là, à chaque cours là, qui est associé à la langue française. C'est sûr que vous êtes dans un domaine où, Julien, tu me le confirmeras, là, il y a moins d'écrits. Ben, je dis il y a moins d'écrits. Encore, la page web en soi, je pense qu'au contraire, c'est même affiché. L'importance de la langue est quand même très importante. Notre gros défi, c'est d'apprendre à écrire le mot accueil sans faire de faute dedans. Ce qui paraît plus simple que ce qui est commun, extrêmement commun comme erreur. C'est tout à fait, c'est important. Donc, le candidat n'ayant pas réussi, si vous n'avez pas réussi, vous avez fait un DEP, vous n'avez pas nécessairement réussi la 5e secondaire, vous avez 2 options. Certains vont le faire, un module, vont aller suivre le cours pour avoir la 5e secondaire du français. Par contre, d'autres vont pouvoir faire, je dirais, des cours avec... on va vous diriger, on va vous donner l'information pour pouvoir faire ce qu'on appelle le test Bright. C'est le même test qui est fait pour les étudiants qui veulent être admis et qui ont étudié dans un autre pays et dans une autre langue que le français. Donc, c'est le test Bright et il faut avoir eu un score de 3,7. C'est une option aussi pour répondre aux exigences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout va bien? On continue? On va pouvoir discuter au moment d'échange à la toute fin davantage. Test de classement. Test de classement, vous avez vu sur le site Internet, pour la majorité, si vous êtes inscrit à la rencontre d'infos, qu'il y a un test de classement qui va se dérouler le 6 février. Donc, quand vous allez avoir déposé votre demande d'admission officiellement, on va recevoir les listes, on va vous convoquer à une rencontre pour faire un test de classement. On appelle ça un test de classement, je vais être bien précise. Ce n'est pas un test qui décide si on vous admet ou pas. À partir du moment où vous avez toutes les conditions énumérées, que je viens d'énumérer, vous êtes admissible. C'est un test qui va être utilisé pour 2 objectifs. Dans l'éventualité où ce programme-là soit contingenté, ce qui a été le cas dans les 2 dernières inscriptions, là, vous regardez, là, on est une quinzaine, je n'ai pas refait le compte, là, en ligne aujourd'hui. On a suffisamment, sans doute, pour partir le groupe. Par contre, on peut aller jusqu'à 30 étudiants. On n'est pas dans un processus contingenté en ce moment. Donc, le test de classement, si c'était contingenté, ce que ça veut dire, c'est que si j'avais, disons, 60 demandes d'admission pour 30 places, et là, le test de classement sur l'algorithme va venir aider et être un élément qui va ajouter à la sélection des candidats qui vont être admis. Par contre, quand ce n'est pas contingenté, et même, on va utiliser ce test-là pour voir où vous en êtes. Je vais laisser Julien après là, vous parler de ce qu'est ce fameux test d'algorithme-là.
mais on va utiliser le test davantage pour vérifier s'il y a des étudiants qui vont avoir des mesures peut-être ou de l'aide ou du soutien, une mise à niveau un petit peu au départ de la formation pour s'assurer de votre réussite. Donc, Julien, si tu peux parler un petit peu de ce test de classement-là. Oui, absolument. Donc, comme Mélanie disait, le but de ce test-là, c'est d'avoir une idée générale. Donc, la façon qu'on présente ça, c'est qu'il y a une espèce de mini-cours où est-ce que je passe 15 à 20 minutes à vous expliquer certaines notions, des notions où est-ce qu'on part de zéro. Il n'y a pas de prérequis de connaissance de quoi que ce soit. On part de zéro, je vous explique un concept pendant 20 minutes, puis après ça, vous avez des questions auxquelles vous devez répondre qui parlent de ce concept-là, donc des notions qu'on vient de voir ensemble. Et le but, c'est d'un petit peu voir votre analyse, votre pensée critique face à l'information qui vous a été transmise. Donc, on parle d'algorithme ici. C'est un petit peu comme une espèce de logique. On peut parler d'un test de logique. Le côté mathématique derrière tout ça vous demande d'être capable d'additionner 2 chiffres en bas de quelque chose comme 15 ou 20. C'est vraiment pas, on n'a pas besoin de calculatrice pour ce test-là. Ce n'est pas un test mathématique du tout. Dans le fond, ta problématique dans une logique. C'est ça, exact. Mathématique. Donc, un exemple tout simple de ça, c'est, je vous dis, l'âge est égal à 15. Pour être admis, il faut avoir 18. Est-ce qu'avec l'âge, on est admis ou pas? Bon, évidemment, la réponse, c'est non, parce qu'on a dit que l'âge, c'était 15. Après ça, on a mis une condition, comme quoi qu'il fallait avoir au moins 18 ans. Donc, avec notre chiffre initial qui était 15, on n'est pas capable de passer. Donc, c'est cette espèce de cheminement-là de pensée critique qu'on analyse. Évidemment, les questions deviennent de plus en plus corsées et le but, ce n'est pas d'être capable nécessairement de répondre à toutes les questions, c'est de voir jusqu'où vous vous rendez dans ce test-là. Donc, quelqu'un qui aurait 100% dans le test, ça serait très surprenant, on va dire. Ça arrive très peu. Donc, il ne faut pas vous inquiéter de ça. Vous n'avez pas, comme je disais, besoin d'apprendre la programmation avant d'aller faire le test. Ça n'a aucun rapport direct. On ne vous fera pas écrire de code à proprement parler. C'est des choix de réponse souvent. Donc, choisir entre A, B, C ou D, laquelle des réponses convient à la question qui est posée. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Tu as remarqué au niveau du chat, je peux l'ouvrir aussi. Non, ça semble être tranquille. Depuis le débat sur le mot accueil, c'est assez tranquille. Excellent. Parfait. Au moment où on va vous envoyer l'information, parce que vous voyez, il y a 2 séances qui sont planifiées dans la même journée, le 6 février, mais s'il y en a qui avaient plus de disponibilité entre 15h et 16h30 ou 18h30 à 20h. Tous ceux et celles qui vont déposer une demande vont recevoir l'information. Comme je vous dis, si on est dans un contexte où on n'est vraiment pas contingenté, parce qu'on a les demandes d'admission, vous allez voir, ça va être ouvert jusqu'au 3 février prochain. Et si pour X raison, on a plusieurs surprises et on a beaucoup plus de demandes d'admission, on va y aller en fonction du mode contingenté. Mais si ça ne l'est pas, il se pourrait qu'on décide de faire ce test-là plus dans les premiers cours du programme. Donc, vous allez avoir l'information que vous allez recevoir. Ça va être soit une convocation, parce qu'on aura pris la décision de tenir le test de classement, où on va vous annoncer qu'on va plutôt faire ce test de classement-là au début du programme d'études avec ceux et celles admis. Donc, on se garde, si on veut, cette possibilité-là et vous allez le savoir vraiment au moment où on va vous envoyer dès le lendemain ou le surlendemain au grand maximum du 3 février, on va vous envoyer, pas du 3 février, mais plutôt oui, à partir de la semaine, excusez-moi, c'est ça, j'ai dit que c'était le 3 février. Donc, à partir de la semaine du 6, on vous... Là, je mêle les choses, mais je ne recommencerai pas l'enregistrement. Ça va faire partie des bloopers, effectivement. Donc, je répète, au moment où on vous convoque, là, quand vous allez déposer votre demande, on va vous informer correctement. J'ai-tu mêlé tout le monde ou tout va bien? Est-ce qu'on... Oui, j'ai quelqu'un qui rit dans le chat. Excellent. Hein? Quand on ne va pas le riser, il y a des expressions comme ça pour pouvoir rire de soi. OK, je continue. Ici.
Donc, les coûts de la formation, vous allez avoir à défrayer un coût d'admission toujours sur le SRAM. Je vais vous montrer la technique plus tard, mais les frais d'admission de 30 sont non remboursables. C'est vraiment l'étude de votre dossier pour savoir si vous êtes admis. Donc, il y a une première étude qui sera faite par le SRAM. On reçoit les résultats et nous, on continue le dernier volet comme conseillère pédagogique là, pour faire la sélection et vous informer si vous êtes admissible. Je le répète, tous ceux et celles qui répondent aux critères que j'ai mentionnés tout à l'heure, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, vous êtes admissible. Donc, il y a un frais d'inscription par session. On va le voir ce que ça détermine. Dans votre cas, le programme d'études contient 4 sessions. Donc, il va y avoir un coût de 185 et plus ou moins, il y a peut-être des fois des ajustements de quelques dollars quand il y a une année scolaire, une nouvelle année scolaire qui démarre. Mais pour le moment, la session est de 185 Des frais de matériel et de logiciel. Donc, il pourrait avoir des frais ou non de la suite Adobe. Pour le moment, tout au plus, là, 25 et 99 par mois. Mais il se pourrait qu'on ait des ententes aussi ou qu'on procède différemment. Donc, mais ça va être au maximum 25 et 99 par mois. Donc, année subséquente, ça, c'est pour la première année. Puis après ça, il y a un coût qui est un petit peu plus élevé. Mais ça également, toute l'information à jour, c'est plutôt ça, là, c'est que l'information à jour vous sera transmise lors de la première journée de formation. À quoi ressemble un horaire, dans le fond, au niveau de la formation continue? C'est un exemple que vous avez ici. Les cours sont de jour en présence, bien entendu. Donc, vous êtes en laboratoire informatique. Les cours vont se dérouler, les plages de cours vont être placées entre 8h et 18h. Donc, et vous allez avoir à travers cet horaire-là des moments de cours de travaux pratiques. Si on regarde ici. Donc, ces travaux pratiques-là, vous n'êtes pas obligé d'être physiquement en classe. C'est vraiment pour vous assurer de planifier, de penser à planifier des temps pour vos travaux à faire suite à vos cours. Parce je vais vous l'expliquer tout de suite après, là, mais il faut prévoir du temps, en plus des cours classes, vous avez à prévoir du temps de travail à la maison aussi pour vos projets. Donc, si on regarde, vous allez, généralement, ça commence, c'est un exemple, mais vous commencez, vous, la semaine du 10 avril 2023, vous commencez avec un férié en partant. Ça se passe bien, congé dès le départ. Et la rencontre d'accueil va se faire le lendemain, le 11 avril. Donc, le 11 avril, vous allez avoir une rencontre d'information. Et traitement des médias numériques. Donc, la série de cours du premier module va commencer. Donc, vous constatez là, que ce n'est pas nécessairement les mêmes heures tout le temps. La première semaine, vous allez finir à 16h10, par exemple. Et le mercredi 12 avril, vous finissez davantage à 15h15, la même chose pour le vendredi. Et là, on a un cours le 13, là, exceptionnellement, qui finit plus tard, vers 18h. Il faut comprendre que l'horaire est fait avec de multiples contraintes aussi, donc contraintes de disponibilité de locaux, contraintes de disponibilité des enseignants qui enseignent dans plus d'un programme, qui travaillent aussi. Donc, tout ça fait en sorte, puis c'est comme au secteur, dans l'ensemble des études collégiales, l'horaire, la plage est entre 8h et 18h. Est-ce que tout va bien encore? Excellent. Parfait. Donc, je vais laisser mon collègue maintenant, là, Julien, que je vais prendre une petite pause. Je te laisse prendre la balle au bon. Tu me dis quand tu me guides là, sur ce que tu veux que je joue. Oui, certainement. Donc, brièvement, pour parler un petit peu de vers où on s'en va avec ce programme-là, parce qu'au final, si vous faites le programme, c'est quand même pour aller sur le marché professionnel. Et le monde du web, en général, c'est un monde qui est très large. Donc, contrairement à d'autres programmes où est-ce que si vous faites le programme, vous sortez dans un poste, le programme de conception site web vous permet de sortir dans toutes sortes de postes qui vont être différents. Ce qui veut dire qu'à travers le programme, on va aussi toucher à toutes sortes de sujets qui vont être variés. Ils sont tous interreliés un avec l'autre. Souvent, c'est du monde qui vont travailler dans la même entreprise, qui vont faire une grosse équipe ensemble. Et donc, certains de ces postes-là, pour donner quelques exemples, on parle de, évidemment, le concepteur web,
la personne qui va vraiment prendre les documents, par exemple, d'un artiste et créer le site web à partir de ces documents visuels-là. Mais même ce titre-là de concepteur web peut être après ça sous-divisé. On peut parler de développeur web pour particulièrement le commerce électronique, chose qui d'ailleurs a vu une effervescence incroyable avec la COVID ces dernières années. Toutes les entreprises voulaient vendre leurs produits en ligne parce qu'ils n'étaient plus capables d'avoir personne en magasin. Donc, la demande pour des développeurs web en commerce électronique, elle est rendue gigantesque. Il y a aussi tout le côté gestion. Donc, quand on a une équipe, ça prend aussi les gestionnaires. Et c'est un peu compliqué d'avoir un gestionnaire qui ne connaît pas le web, qui gère une équipe de web, parce que souvent, on a des contraintes qui sont spécifiques à notre domaine et c'est difficile d'avoir ce genre de personnes-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça aussi, ça peut être tout à fait une possibilité. On a des trucs plus comme Webmestre, donc qui vont s'occuper de l'entretien du site web, intégrateur. On va revenir tantôt, on va avoir les différentes colonnes, donc les listes de cours divisées en espèce de catégories. Je pourrais en reparler un petit peu plus rendu là. Oh, tu es sur mute, Mélanie. Est-ce que tu voulais qu'on parte tout de suite la vidéo? Dans le fond, c'est une vidéo qui présente le deck en intégration multimédia. Mais vous allez voir, il est tout à fait pertinent. C'est pour ça qu'on le laisse dans notre présentation. On vous le montre parce que ce que l'on entend dans la vidéo, c'est vraiment la réalité que vous allez vivre et qui a été fait depuis quand même un certain moment. Donc, au niveau salarial, il y a certaines informations peut-être à ajuster un petit peu, mais je pense qu'il est tout à fait pertinent. Est-ce qu'on le part tout de suite? Oui, on peut bien. On dirait, tu me feras un signe si au niveau sonore, tout se passe bien. Là, je l'ai peut-être parti en double, par exemple. Est-ce que vous entendez? Non? Non, on n'a pas l'audio. Il n'y a pas l'audio, donc je vais juste valider. Partage le plus si. Partager l'audio. Ça devrait aller mieux. Qu'il soit travailleur autonome ou employé dans une agence web, l'intégrateur multimédia a pour mission de réunir puis d'assembler les différents éléments qui composent un site Internet, de la mise en page générale jusqu'aux animations graphiques et sonores. L'intégrateur est d'abord un technicien polyvalent qui maîtrise différents logiciels, traitement des médias, infographie. Il doit également posséder des qualités artistiques affirmées afin de choisir les styles et les couleurs. Il utilise plusieurs connaissances techniques afin d'assembler les éléments médias dans le respect de la direction visuelle établie, de développer les fonctionnalités demandées et de rendre le produit conforme aux normes de l'industrie. L'intégrateur multimédia crée ou modifie des éléments graphiques et multimédia. Il design des pages web et conçoit, réalise et agence de manière ergonomique les éléments constitutifs d'une application interactive. Il programme les fonctionnalités permettant l'interactivité des applications multimédia et optimise les composantes pour la diffusion sur différents supports. L'intégrateur multimédia est souvent amené à travailler sur plusieurs projets en même temps. À ce compte, il doit faire preuve d'adaptabilité, de rigueur et d'organisation. Pour actualiser en permanence ses connaissances en matière de programmation et de design web, il doit se montrer curieux et capable d'apprendre vite. Dans les grosses entreprises, l'intégrateur multimédia est placé sous la responsabilité d'un chef de production ou d'un webmestre qui assure la coordination de son travail avec les équipes éditoriales, graphiques, commerciales ou informatiques. Dans les entreprises plus petites, où les fonctions sont souvent moins définies, il intervient dans tous les domaines, création graphique, programmation, gestion des bases de données. Comme la plupart des professionnels du web, il doit respecter les délais et faire face à des périodes plus chargées que d'autres, ce qui peut être stressant. En plus de l'expérience et du savoir-faire technique, les entreprises exigent une productivité élevée. Elles recherchent des profils réunissant polyvalence, rigueur et créativité. Après quelques années d'expérience, il peut passer de la simple exécution à la conception de modèles de page, intervenant alors sur l'ergonomie ou le design d'un site.
Sa fonction technique peut aussi le conduire vers des postes proches du développement, du conseil ou de la production. Devenir webmaître est également une trajectoire de carrière fréquente. Le taux de placement est très élevé et un intégrateur web peut gagner en moyenne 29 $ l'heure. Le revenu annuel moyen, 59 000 $. Pour devenir intégrateur web, il faut obtenir un diplôme d'études collégiales, DEC, en technique d'intégration multimédia dans l'un des 7 cégeps qui offrent le programme. La formation est d'une durée de 3 ans. Vous pouvez trouver toutes les informations détaillées sur le programme et sur les cégeps qui offrent la formation en technique d'intégration multimédia sur ce site web www.inforoutefpt.org. Donc, je reviens, donc juste pour rectifier un petit peu l'information. Comme je vous disais au départ, on a présenté, c'est la technique qui est présentée. Mais pour vous donner la différence un petit peu avec la technique et l'AEC, la technique d'intégration multimédia va être, vous l'avez vu sur 3 ans, multidisciplinaire, pas multidisciplinaire, mais dans le fond, va voir plus en détail plusieurs volets. Donc, Julien, je te laisserai peut-être voir les grands champs d'une technique comme ça. Oui, absolument. Donc, le deck touche, en plus du web, ils font aussi de la 3D, de la vidéo, de l'audio, ce genre de choses-là. Ce qui veut dire que ça laisse moins de place pour le web un petit peu parce que c'est compartimenté parmi d'autres sujets, contrairement à l'AEC où est-ce que là, c'est vraiment ciblé sur le web. On a, comme je disais, plusieurs domaines dans le web, mais ça reste focusé que sur le web. L'AEC découle souvent d'un deck, mais il va se concentrer sur une fonction bien plus précise de travail plutôt que d'être global. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, nous, on se concentre vraiment sur la conception web et l'ensemble des cours. Et c'est naturellement, là, ce n'est pas sur 3 ans. On parle d'une formation d'une année et demie environ, donc qui est plutôt autour de 1400 heures. Est-ce que des questions toujours? Tout va bien? Je te laisse continuer, Julien, avec, dans le fond, la prochaine étape au niveau des... On a parlé de salaire dans le vidéo un petit peu, mais ça, c'est des statistiques 2015-2018 qui doivent être mises à jour aussi. Je ne sais pas si tu peux discuter un petit peu du profil actuel, plus actuel. Oui, c'est assez mouvementé, notre domaine. Il y a beaucoup de demandes de la part des employeurs. Au point où est-ce que souvent, il y a des étudiants qui trouvent leur stage avant même d'être rendus au stage. Ça en vient un problème parce que là, les employeurs veulent qu'ils rentrent dans le milieu là tout de suite, même s'ils n'ont pas encore fini. Donc, c'est un peu à vous de poser les attentes et de dire, attendez, au moins, j'ai fini mon programme avant de m'employer. La vidéo parlait d'une moyenne de 55 000 par année, quelque chose comme ça. Je vous dirais que c'est plus les salaires dans la première année suite au stage et non pas une moyenne. Habituellement, les étudiants sortent après leur stage, ils finissent la journée de leur stage puis ils ont des salaires qui varient entre 45 et 50, début 50. Mais rapidement, avec quelques années d'expérience, on parle de 3 à 4 ans d'expérience, on peut facilement monter dans les 70, 80, même 100 000 pour des emplois qui sont un petit peu plus sur le long terme. Mais c'est ça, ça arrive souvent que les étudiants sortent de l'école, puis 6 mois après, ils m'écrivent en me disant qu'ils font plus que moi. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, les entreprises sont prêtes à payer pour du monde qui sont compétents, qui ont une formation, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde avec l'Internet qui se lance dans le milieu en apprenant un petit peu par eux-mêmes. Pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, c'est excellent d'être capable d'être autodidacte. C'est ça. Mais pour avoir des fondations qui sont solides puis des bonnes pratiques qui sont utilisées en entreprise, ça prend quelqu'un qui a de l'expérience pour les montrer ces bonnes pratiques-là. Puis vous avez l'avantage, si vous décidez de suivre le programme, de progresser, oui. C'est ça, d'avoir ces fondations solides-là par-dessus lesquelles après vous pourrez être autodidacte et continuer d'apprendre, qui est un petit peu une partie de notre travail, de continuer d'apprendre pour toujours et toujours. Tout à fait. Je te laisse poursuivre dans la présentation, le découpage du programme d'études. Oui, absolument. Donc, la fameuse grille par catégorie que je vous parlais tantôt, c'est celle-ci. Donc, horizontalement, on a les différentes étapes. Donc, on commence avec une ligne horizontale, celle complètement en haut, qui est l'étape 1. Puis, tranquillement, pas vite, on descend à travers ces différentes étapes-là. Les colonnes, elles, vont représenter des sujets. Donc, notre première colonne orange, ici, on parle d'environnement professionnel.
c'est les cours qui vont vous permettre de un petit peu prendre pour acquis tout l'environnement dans lequel on travaille. Donc, on travaille avec, évidemment, des ordinateurs, mais pas juste notre ordinateur à nous. Souvent, on va travailler avec des ordinateurs qui vont être distants, qui vont être des serveurs qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ont certaines configurations un petit peu spéciales. Donc, de savoir comment gérer ces serveurs-là, comment envoyer nos sites web dessus, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment dans ces cours-là qu'on apprend à utiliser tous nos outils. Après ça, programmation côté serveur. Ça, c'est la programmation qui, pour nous, comme un des mortels qui naviguent le web, on ne la voit pas. C'est ce qui fait que le web fonctionne. Donc, disons que vous allez sur Amazon ou n'importe quel site de commerce et que vous appuyez sur le bouton « Acheter ». Après avoir appuyé sur ce bouton-là, il y a un paquet de trucs qui se passent en arrière pour qu'éventuellement, sous votre bas de porte, il y a un produit, quelque chose qui arrive. Mais la commande, il a fallu qu'elle soit enregistrée, traitée, envoyée à la bonne personne, etc. Donc, toute la programmation qui s'occupe de ça, on appelle ça de la programmation qui est côté serveur, qui est comme invisible. Ça se passe, mais on ne le voit pas. Ce qui est opposé à la colonne du centre, le bleu foncé, qui est notre programmation côté client. Ça, c'est la programmation qu'on voit avec laquelle on interagit, en fait. Donc, j'ai un menu, je mets mon curseur sur le menu, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît dans la page. Bien, ça prend de la programmation pour faire ça, pour indiquer que lors du survol de la souris, il y a une certaine action qui va se passer. Donc, c'est vraiment une réaction à l'utilisateur. C'est pour ça qu'on appelle ça côté client, le client étant la personne qui navigue le site web. Donc, ces deux colonnes-là vont se trouver être la grosse partie de la programmation. On voit qu'il y a beaucoup de cours qui sont dans ces deux colonnes-là qui se suivent. Et toutes les flèches blanches qui passent d'un cours à l'autre, ça se trouve à être ce qu'on appelle des prérequis. C'est-à-dire que vous devez faire le cours de la première ligne pour, après ça, suivre la petite ligne blanche puis passer au cours suivant. Parce que souvent, c'est littéralement un cours qui enchaîne l'autre, qu'on finit vendredi sur quelque chose, puis lundi d'après, on commence l'autre cours, puis c'est la suite. Donc, c'est comme un gros et long cours qui s'étire à travers toute votre formation dans ces colonnes-là, où est-ce qu'on apprend les différents langages. Donc, en programmation côté serveur, le bleu pâle, on apprend un langage qui s'appelle PHP. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de C# ou C dièse, qui est un compétiteur de PHP. On ne le voit pas, mais il n'y a rien qui vous empêche en stage d'aller dans un stage qui utilise ce langage-là. Parce qu'une fois que vous aurez vu PHP, faire la transition, c'est ça, un autre langage est très facile. Donc, c'est vraiment une question de quelques jours une fois qu'on a vu un langage autre. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Côté programmation client, on va voir JavaScript, principalement parce que c'est le seul. C'est le seul et principal langage qui est supporté par les navigateurs pour faire ce type de programmation-là. Donc, c'est celui qu'on voit évidemment. Après ça, on arrive dans la colonne qui est verte, qui nous parle d'intégration. L'intégration, ça se trouve à être la personne qui va faire entre le designer et le monde qui font de la grosse programmation, si on veut. On va se trouver à prendre le visuel puis à s'assurer de l'adapter pour qu'il puisse être utilisé sur le web. Parce que sur le web, on ne peut pas juste avoir une grosse image qui représente notre site web. Il faut comme tout le découper en petits morceaux, s'assurer que quand on est sur un gros écran, il s'ajuste pour la grosse écran. Puis quand on est sur un téléphone mobile, il faut que le même site qui fonctionne sur un écran 29 pouces fonctionne aussi sur ce tout petit mini-écran-là qu'on ne voit rien puis qu'on met nos doigts dessus puis qu'on n'est pas capable de peser ses boutons. Donc, c'est la personne qui est en charge de faire cette étape-là d'intégration. Ça prend à la fois un côté technique et un œil artistique pour voir est-ce qu'on respecte bien le design. Parce que sinon, le designer va venir nous taper ses doigts en disant « j'ai pas mis un espace là pour rien, il faut que l'espace soit exactement comme je l'ai dit ». Donc, il faut avoir une belle attention aux détails pour être capable de bien faire ce côté-là. Et finalement, on a notre colonne rouge qui est le design lui-même. Donc, comment concevoir un visuel qui va être adapté pour le web. Donc, ça va d'apprendre l'outil. Première étape, on apprend c'est quoi Photoshop, comment est-ce que ça fonctionne, ces 30 000 menus-là. Et éventuellement, on voit d'autres outils qui vont nous permettre de faire des interfaces qui sont intuitives pour le web. Donc, qu'est-ce que ça nécessite pour être intuitif? Pourquoi un bouton, quand on fait un survol par-dessus, ça change de couleur habituellement?
pour indiquer que c'est cliquable? Où est-ce qu'on place notre logo? Pourquoi les menus ne sont pas dans le bas de la page sur le web? Ce genre de questions-là, on leur donne des réponses, puis on explique le pourquoi, on explore différentes options. Donc, c'est dans ces différents cours-là, dans cette colonne-là. C'est le moment où j'aime bien, je vais te laisser continuer après sur les projets et tout ça, là, étant donné que tu viens de faire le découpage vraiment de chaque colonne, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de cours quand même de programmation. On parle de réseau, mais c'est beaucoup axé programmation. Si jamais parmi vous, là, il y a des gens qui voulaient faire de l'infographie, ou qui voulaient vraiment une formation axée sur le volet artistique, vous aurez compris que ce n'est pas cette formation-là là, qui est adéquate pour vous. Là. Pour être un concepteur web, il faut aimer profondément la programmation, les défis que la programmation amène et tout ça. Je te laisserai peut-être faire du pouce sur ce que je dis, Julien, là, mais c'est important dans votre choix de programme d'études. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. C'est quand même une question qui n'est pas nécessairement facile à répondre. Est-ce qu'on aime la programmation? On n'a pas encore fait. C'est dur à dire. Oui. Mais c'est plus le côté, est-ce que vous aimez la logique des choses, les puzzles, ce genre de choses-là, ou est-ce que votre but, c'est de passer 40 heures par semaine à faire du visuel? Si le but, c'est de faire que du visuel, bien, comme Mélanie disait, le ratio n'est pas le bon. Dans ce programme-là, on a quelques cours de visuel pour comprendre comment ça fonctionne, mais notre but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne pour après ça, principalement, le faire côté prog, côté vraiment technique de la chose. Donc, c'est un peu ça. Vous remarquerez aussi, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter, Mélanie? Non, c'est beau, je te laisse aller sur les grandes oui, lignes. C'est exactement ça. Donc, les grandes lignes, il y en a deux. Ça s'appelle Projet Web. Donc, Projet Web 1, qui se trouve à être à la fin de l'étape 3, et Projet Web 2, à la toute fin de tout, avant votre stage. Donc, ces projets Web-là vont se trouver à être des étapes intermédiaires qui nous permettent de tester de façon condensée. Donc, vous avez quelques semaines, habituellement 3 ou 4 semaines, dans lesquelles on fait un gros projet de A à Z. Donc, par vous-même, vous allez faire, par exemple, pour Projet Web 1, le design, l'intégration, la programmation de tout ça, mettre votre site en ligne. Donc, déjà à la fin du module 3, on est capable de faire toutes les étapes tout seul de A à Z. On peut se poser la question. Moi, je dirais, on a ce gros projet-là qui met à profit tout ce qu'on a appris, tout ça, mais pendant chacun des cours, est-ce que déjà le côté laboratoire, on est 100% en laboratoire toujours, est-ce que c'est concret à chacun des blocs? Qu'est-ce qu'on fait, tu veux dire? Est-ce que c'est concret? Concret, oui, c'est très concret. On va en parler un petit peu tantôt de la division entre le côté théorique, pratique et devoir de chacun de ces cours-là. Par contre, même le côté théorique, en fait, souvent, les profs, on va préférer le montrer par la pratique, donc de faire un atelier avec vous dans lequel on montre la théorie. Donc, c'est très peu présenter un PowerPoint en avant, puis on prend des notes, puis après ça, on fait un exercice. Souvent, c'est beaucoup plus intégré aux différents exercices, intégré aux différents ateliers. Donc, la forte majorité des cours vont être très, très axés sur la pratique. Donc, on monte des projets, tous ces cours-là, toutes les boîtes blanches indépendantes ont des travaux synthèse dans lesquels vous allez réaliser, puis je parle des travaux synthèse parce que souvent c'est le plus gros, mais vous allez réaliser des travaux complets déjà dans ces cours-là. La différence, c'est que le travail que vous allez réaliser est ciblé pour le cours. Tandis que Projet Web, c'est la première fois où est-ce qu'on met tous les cours, toutes les notions de tous les cours ensemble dans un seul projet. C'est la grosse différence qu'il y a entre les deux. Donc, comme je disais, une fois qu'on a fini Projet Web, on est capable de faire les sites tout seul. Donc, pourquoi est-ce qu'on est encore là pour 2 autres étapes après de base? Si on est capable de faire ça tout seul, on devrait être capable de sortir sur le marché du travail. Et concrètement, ce n'est pas tout à fait tard, mais il vous manque l'aspect productivité. Donc, l'étape 4 puis l'étape 5 vont vous permettre d'acquérir les connaissances pour aller plus vite, pour avoir les mêmes outils que les professionnels vont utiliser dans leur quotidien. Donc, on vous montre des outils pour être plus rapide, pour travailler en équipe de façon plus intégrée, donc pour éviter de se piler ses pieds un l'autre, ce genre de choses-là, parce que souvent, même si on est travailleur autonome, même si notre but, c'est de travailler de la maison, etc., bien, souvent, de la maison implique encore plus d'être efficace en termes de travail d'équipe parce que probablement que vous n'allez pas faire toutes les colonnes.
probablement que vous allez vous focusser sur certaines de ces grandes colonnes-là, puis que vous allez faire affaire avec d'autres personnes qui vont être dans les autres colonnes. Donc, bien important d'être capable de communiquer comme il faut, d'avoir les bons outils pour ça. Et on finit donc avec Projet Web 2, qui est sensiblement comme Projet Web 1, mais dans lequel on applique toutes ces nouvelles technologies-là, tous ces nouveaux outils-là. Et Projet Web 2 se fait en équipe, contrairement au Projet Web 1 qui se fait de façon solitaire. Une fois qu'on a fini notre Projet Web 2, qu'on a fait le site Web, que tout a bien fonctionné, on s'en va en stage pour quelques semaines et après votre stage, vous avez terminé. Tout à fait. Oups, pardon, je ne vais pas nécessairement faire ça tout de suite. Est-ce que, donc, ça fait le tour vraiment du programme d'études, de chacun des blocs. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est clair pour tous? Je regarde toujours le chat. Oui, question Bruno, ça? J'ai-tu vu une question? Non, c'était un thumbs up. OK, parfait. Non, je n'ai pas de question dans le chat non plus. Je pense qu'on peut passer à la prochaine. Donc, quand on parlait de séquence de cours, et justement, là, Julien a parlé, on va parler de la charge quand on parle de théorie pratique et travail à la maison. C'est plus pour vous donner, parce que Julien l'a bien expliqué, là, même la théorie est vue concrètement dans des exercices, dans des exercices pratiques. Donc, si vous regardez, vous voyez vos cours différemment en séquence, en modules de cours. Hein. Vous avez le module 1 à l'hiver 23. À l'été, à la formation continue, on va parler, on a deux terminologies. On a la terminologie de module de cours. Et quand vous arrivez, vous vous souvenez, au tout début, j'ai dit que vous avez 4 sessions pour le paiement à 185 $ là, pour vous mêler un petit peu. C'est qu'au secteur régulier, on a des sessions d'été, hiver et automne. Et les finances d'un collège est basée sur le même principe. Donc, nous, comme nos cours, Julien l'a bien mentionné tantôt, des fois, on finit un module le vendredi, le lundi, on commence un suivant, on est en continu. Je vous rassure, il y a une période quand même de vacances. L'été, c'est les 2 semaines de la construction et 2 semaines pendant le temps des fêtes pour se retrouver en famille et prendre une pause. Donc, mais à travers tout ça, si on prend l'hiver, le module 1 qui est à l'hiver 23, le module 2 à l'été 23, donc il y a 2 coups de session ici, 2 sessions. Mais si vous remarquez, bon, on a l'automne 23 pour le module 3, pardon, l'hiver 24 pour le module 4 et le module 5, les 2 derniers modules sont dans la même session, la façon que c'est organisé. Donc, vous aurez, si je reviens aux frais, qu'un seul coût de 185 $ pour la session d'hiver, donc pour 2 modules ici. Donc, je reviens au côté théorique, pratique et travail à la maison. C'est le petit chiffre qu'on voit ici, 2, 2, 2 par exemple. Vous avez l'autre cours initiation à la création qui est 2, 3, 3. C'est ce qu'on appelle la pondération de nos cours. Ça veut dire que le premier chiffre, c'est la théorie. Le deuxième chiffre, ce que vous voyez en laboratoire, et le troisième chiffre, pardon, c'est le travail à la maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on cumule les 2 premiers chiffres qui sont vraiment en classe, c'est que pour 4 heures de cours, il faut prévoir un bon 2 heures de travail à la maison pour pouvoir terminer les travaux qu'on va vous demander à remettre et tout ça. Donc, c'est quand je vous disais au tout début de la séance d'information qu'il faut prévoir du temps à la maison, vous le voyez. Donc, si je prends le deuxième cours ici, pour 5 heures de cours, il faut prévoir un bon 3 heures de formation. Ce que ça signifie, si je vous donne une autre image, c'est que c'est vraiment un retour aux études à temps plein. Donc, il faut prévoir que vous revenez à temps plein aux études. Et temps plein, vous allez avoir une moyenne environ 22 à 24 heures de cours par semaine, si on veut, qui inclut là-dedans, ça c'est en présence. Mais ça ajoute à ça les heures qu'on va vous mentionner. Dites-vous que vous êtes un bon 30-35 heures mobilisés, sollicités pour vos études, là. Donc, plan A, plan B, plan C, gardienne aux besoins, etc. Si vous pouvez avoir du support aussi de la famille, c'est l'idéal. Mais bref, c'est un retour vraiment aux études à temps plein, bien important. Mesures d'aide. Je vous ai parlé, Julien, on le voit autrement aussi. Julien parlait des flèches blanches tout à l'heure qui montraient qu'il y avait des préalables de cours pour avoir réussi le cours pour pouvoir poursuivre.
Je vous donne un exemple. Le module 1, bien entendu, il n'y a aucun cours préalable. On commence le module, mais quand vous arrivez au deuxième, si je prends le cours de création et design de site web, vous avez comme préalable ici les cours suivants. Donc, il faut avoir réussi le cours d'initiation à la création de site web avec la note de passage entièrement le cours et vous avez des prérequis des fois. Donc, vous pourriez avoir eu un échec, mais à 50% par exemple. Pouvoir continuer vos cours. Par contre, tous les cours sont nécessaires à la réussite et à la diplomation au programme. Donc, si jamais vous avez des échecs avec des préalables relatifs comme ça, il faudra reprendre le cours, soit dans une autre cohorte, pour pouvoir compléter. Ce que ça signifie, vous l'avez vu, il peut avoir un effet domino, donc ça peut vous bloquer pour un échec. On est très présent. Vous allez voir l'équipe d'enseignants, l'équipe à l'accueil, moi comme conseillère pédagogique, on a une ressource dédiée d'aide aussi. On est très conscient qu'on est tous adultes en formation avec des défis de conciliation de travail, famille, études, des défis financiers aussi. Hein. On a tous des responsabilités comme adultes en formation. On a une ressource d'aide qui est dédiée à la formation continue, donc à tous les niveaux. On est là pour vous supporter, puis on essaie de vous. Et je vous dirais que tous ceux et celles là, qui réussissent à avoir un plan de match, qui organisent leur formation, ont aucun problème. Puis quand il y a des difficultés qui sont des fois d'ordre autre que d'études, mais qui ont un impact forcément, on est là, puis on travaille avec vous. Donc, on est là pour votre réussite et on est surtout fiers là, à la toute fin là, quand vous atteignez votre objectif à vous. Donc, je ne sais pas, Julien, si tu voulais ajouter quelque chose de ce côté-là. Non, ben, je pense que tu as quand même bien fait le tour. Je pense que ça fait plus peur que que la menace réelle. Oui, c'est ça. Dans le sens où c'est sûr que passer les cours, c'est important, mais si la motivation est là, c'est le principal facteur. La motivation puis la présence au cours. Ça paraît niaiseux, mais des fois, c'est facile de dire ah, c'est le matin, mon cours est à 8 heures, aujourd'hui, j'y vais-tu vraiment? Ça serait facile de rester couché, etc. Bon, là, on est en avance, on est plein de bonne volonté et tout. On se dit qu'on ne fera pas ça. En pratique, quand c'est vendredi, qu'il y a une tempête et qu'on a juste un cours, on va-tu vraiment se déplacer? Mais malheureusement, c'est ces absences-là qui, à la longue, le monde qui font ça à répétition, ça finit par faire des extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont finir avec des notes de 90 en montant, juste parce qu'ils suivent bien les cours, qu'ils posent des questions, etc. Puis l'autre extrême, c'est du monde qui vont finir avec 25 parce qu'ils n'ont pas remis leurs travaux ou qui se sont absentés au cours, à l'examen, donc ils ont eu 0, ce genre de choses-là. Donc, essayez de juste être du bon côté de l'extrême, puis ça va très bien aller. Comme Hélène disait, on a les mesures pour vous aider aussi si jamais il y a des difficultés particulières. Tant que vous les communiquez, on est vraiment là pour vous aider et tout aussi pour ces cas plus difficiles-là. Excellent. Parfait. Donc, si on poursuit, en termes de mesures d'aide, justement, juste pour vous en nommer à titre d'exemple, là, on va mettre du tutorat par les pairs. Ça peut être un étudiant qui performe dans un cours qui vient vous aider aussi, ou carrément directement par les enseignants. C'est une méthode. Et on a des mesures d'aide particulières aussi. Ça, c'est avec la ressource que je vous disais, qui est la ressource d'aide aux étudiants. C'est des mesures quand il y a un diagnostic, par exemple. Si vous avez un déficit d'attention, puis là, je ne veux pas m'étaler ou essayer d'énumérer le type de soit déficit ou de besoin particulier que vous pourriez avoir, mais si vous avez déjà un diagnostic ou dans vos études secondaires ou collégiales, vous aviez des mesures pour vous, bien, c'est important de le préciser, puis ces mêmes mesures-là vont pouvoir être mises en place. Ça peut être soit du temps supplémentaire pour faire l'examen, de le faire dans un environnement où vous êtes seul, par exemple, ou à 2 étudiants parce que vous avez, je reviens avec le déficit d'attention, je le prends juste lui en exemple, mais ça peut être dysorthographie, dyslexie, je m'en tiens à ceux-là. Je le précise parce que si c'est connu aussi, c'est important de pouvoir faire les démarches rapidement pour s'assurer en partant là, que vous ayez tous les outils pour vos études. Donc, mesures d'aide. On est déjà rendu à la procédure pour déposer une demande d'admission. Donc, dès demain matin,
on ouvre le module d'admission sur le SRAM. Donc, la période où vous pouvez déposer votre demande sera à partir de demain, le 12 janvier. Vous aurez, pour ce qu'on appelle un petit peu le premier tour, si on veut, jusqu'au 3 février. Pour ceux et celles, je vous dirais là, que le projet d'étude est clair, que vous savez que vous voulez vous inscrire. Tardez pas, faites-le dans le premier tour et c'est là, parce que c'est là qu'à la toute fin du 3, là, on regarde le nombre d'inscriptions. Puis, comme je vous dis, là, si je regarde juste le nombre qu'on est, c'est déjà bien. Puis, on a encore un bon moment là, avec la promotion qui roule. Je suis pas tellement inquiète. Donc, 12 janvier au 3 février, la période d'admission. Convocation, inscription au test de sélection, c'est la suite des choses. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, dès la semaine du 6 février, on reçoit les dossiers du SRAM et on vous convoque pour la semaine du 15 février. Et soit que je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit qu'on vous convoque ou on vous informe qu'on va faire le test plus au début de la formation si c'est contingenté ou pas. Mais assurément, le 6 février, vous allez recevoir soit une invitation au test ou de l'information. Si le test de classement se poursuit, ce sera le 15 février entre 15h ou 18h. Je vous dirais déjà de bloquer cet horaire-là, soit 15h ou 18h30, mais assurément, réservez votre 15 février si on fait les tests de classement parce qu'on ne peut pas le faire dans d'autres périodes. Vous allez avoir vos réponses. Est-ce que vous êtes admis ou pas le verdict qu'on appelle le 24 février 2023. Donc, ça va arriver quand même assez vite. On est déjà janvier, l'année est bien commencée. Début de la formation est prévu le 10 avril. Donc, dans l'éventualité où ce cours-là n'est pas complet, je vous parlais de 30 places. Donc, si on démarre le programme, mais qu'il reste de la place, on va ouvrir ce qu'on appelle l'admission tardive. Donc, les gens vont pouvoir continuer à s'inscrire jusqu'à la toute fin, jusqu'à temps qu'on ait atteint notre objectif. La procédure à suivre, donc, tous les candidats doivent faire une demande d'admission par l'entremise du service régional de l'admission du Montréal métropolitain, qu'on appelle le SRAM. Donc, vous devez remplir une demande d'admission en ligne. Je vais vous montrer le site. Pendant la période de demande d'admission prévue, je vous montre là, oups, ici, je clique sur le lien. Vous allez avoir à vous connecter ou à créer un compte. Là, moi, je vais aller directement me connecter. Donc, on se connecte au SRAM. Donc, vous êtes des candidats de la formation continue secteur adulte. Donc, c'est bien important d'aller dans la section de candidats à la formation continue. Et vous allez voir, chaque étape est très bien décrite là. On vous demande de vous assurer d'avoir votre code permanent pour ceux qui ont fait des études au Québec. Là, c'est soit sur vos anciens bulletins ou vous allez pouvoir le trouver. Vous pouvez toujours communiquer avec nous aussi. Si vous avez des difficultés à le trouver, on peut, dans les systèmes, le retrouver. Donc, et une carte de crédit parce que le 30 $ que je vous parlais de dépôt de demande d'admission, ça va être par Visa ou Mastercard. Là, vous allez pouvoir payer ici par carte de crédit. Votre demande d'admission est reçue au SRAM dès que votre numéro de demande d'admission est affiché à l'écran. Vous devez le prendre en note afin de pouvoir faire le suivi de votre dossier. C'est par la suite, une fois inscrit, ça va être important quand vous allez revenir sur la plateforme de pouvoir inscrire là, votre numéro d'admission, comme il est mentionné. Là, vous ne verrez pas votre programme d'études, mais en ce moment, vous sélectionnez, le collège, donc Cégep de Saint-Jérôme, et par la suite, le programme d'études. Donc, ça, c'est ceux et celles qui sont en admission. Le vôtre va apparaître dès demain. Donc, dès demain, vous allez avoir conception et programmation de site web. Si je prends gestion de commerce, par exemple, à ce moment-là, il y a une seule particularité en ce moment. Des fois, il peut y en avoir plusieurs, mais en ce moment, c'est une seule particularité. Il est offert et ça va être vrai pour conception de site web aussi. Ça va être Saint-Jérôme 2 jours. Parce qu'à Saint-Jérôme, le Cégep a plusieurs campus. On a Mont-Laurier, Mont-Tremblant. Donc, des fois, il y a des particularités qui sont indiquées. Vous continuez tout simplement.
Et ça vous amène vers le paiement éventuellement et surtout le dépôt de vos documents nécessaires. Puis on y arrive, là, quels sont les documents nécessaires au dépôt d'une demande d'admission. Donc, tout va bien toujours, tout semble bien aller. Excellent. Donc, documents requis, documents relatifs à vos études antérieures. Je vais vous montrer le lien. Certificat de naissance si vous êtes né à l'extérieur du Québec, le curriculum vitae au besoin et le paiement de 30 $. Le curriculum vitae, je vous dirais que c'est davantage lié peut-être aux gens qui n'ont pas, quand je vous parlais au tout début, si vous avez des conditions, DES, diplôme d'études secondaires qu'on parlait. On parlait d'un équivalent du diplôme de secondaire. Tous les critères que je vous ai donnés d'emblée, si vous avez ça, tout va bien. Si on vous admet sur une base de formation jugée suffisante où on veut aller voir, où vous n'avez pas nécessairement le DES, on va aller voir les formations que vous avez suivies dans votre cheminement, soit de carrière. On peut se baser sur votre expérience professionnelle, mais jumelée à des formations que vous avez faites. À ce moment-là, le CV va être important à déposer. Et le fameux paiement du 30 $. Je vais aller au document requis ici. Là, c'est l'aspect le plus technique, je dirais, là, de la présentation. Donc, je vais aller à la seconde place ici. Attendez un petit peu, oui, ici. Puis je reviens au départ après. Donc, documents relatifs à vos études antérieures. Quand on dit ce que vous avez fait comme études, si vous avez fait vos études secondaires ou collégiales au Québec, vous n'avez pas besoin de nous envoyer votre diplôme. Donc, on a des systèmes directement où on peut aller voir au niveau du ministère pour aller voir vos relevés de notes, vos diplômes. Donc, si vous avez vos études secondaires ou collégiales, je le répète, au Québec, vous n'avez pas besoin des documents relatifs à vos études. Vous ne devez pas aller les fournir. Par contre, si vous avez fait vos études secondaires dans une autre province canadienne, là, on a besoin d'une copie du dernier relevé de notes, les études et le bulletin en cours s'il y a lieu, puis la copie du diplôme. Donc, ça, c'est important si vous êtes dans une autre province. Si vous avez fait vos études secondaires à l'extérieur du Canada, puis même si vous avez obtenu un DEP au Québec, donc c'est une copie du relevé de notes, les 3 dernières années d'études, la copie des relevés de notes, mais on parle toujours à l'extérieur du Québec, hein? Donc, copie des relevés de notes des 3 dernières années d'études, la copie des relevés de notes des études postsecondaires, copie des plus récents diplômes, évaluation comparative. Donc, bien importante, ceux qui ont besoin de faire une évaluation comparative pour voir si c'est un équivalent au moins du secondaire. C'est sûr que si vous avez votre équivalent donne du collégial ou universitaire, vous êtes admis. Donc, vos équivalences. Et je le répète, je l'ai dit au départ, mais vous avez le SRAM qui peut vous pouvez faire faire. Quand on a regardé le site tout à l'heure du SRAM ici, dans la procédure, vous pourriez faire dans les étapes par la suite, il y a un espace pour ceux et celles qui ont besoin de déposer, de faire une demande pour un coût de 50 $ additionnel, les études comparatives. Donc, et si vous avez fait des études universitaires, mais ça, on n'a pas accès à ces plateformes-là. Donc, vous devez absolument nous donner une copie la plus récente du relevé de notes universitaire. Bien entendu, tous les documents doivent être traduits si jamais ils ne sont pas en français. Pour ce qui est des étudiants qui proviennent à l'extérieur du Canada, qui ont étudié à l'extérieur, du Québec, vous avez différents statuts et là, je vais vous inviter à aller voir sur notre page web où, si jamais c'est le cas, je pourrais vous envoyer directement l'information. Si vous êtes né au Québec, on l'a dit, mais si vous êtes né au Canada, mais à l'extérieur du Québec, si vous êtes né, on l'avait mentionné tout à l'heure, si vous êtes Canadien naturalisé, né à l'extérieur, donc toute la carte, les certificats de citoyenneté, les certificats de sélection, bien importants. Si vous avez un statut de résident permanent, la même chose, la carte de résidence permanente, les formulaires de confirmation de résidence permanente, les certificats de sélection. Puis notez que si vous ne détenez pas de certificat de sélection du Québec, vous devez fournir la carte valide de l'assurance maladie. Excusez-moi, je le lis là, pour être sûr de ne pas me tromper.
Si vous ne possédez ni l'un ni l'autre des documents, veuillez remplir le formulaire attestation statut des résidents du Québec et l'inclure à votre demande d'admission. Donc, si jamais c'est votre cas, tout à l'heure, on discutera, là, vous pouvez toujours communiquer à l'accueil en demandant la formation continue. Ils pourront vous guider vers ces liens-là si les gens ont regardé en rediffusion, si on veut, la séance d'information. Mais pour vous qui êtes avec nous, on pourra mettre le lien directement dans la conversation. Je pense même que je vais faire... En tout cas, je vous fais ça par la suite. On revient à la présentation. Donc, ça fait vraiment le tour de ce qu'on avait à vous présenter ce soir. Donc, c'est la façon de déposer la demande, l'information sur les cours. Donc, je vous remercie beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je mets fin à l'enregistrement et on va pouvoir poursuivre avec ceux qui sont présents avec des questions une fois l'enregistrement terminé. Donc, je mets fin à l'instant.